Salut à tous, c'est Bismart, émission interview aujourd'hui, comme on le fait régulièrement. D'ailleurs, on démarrera aussi lundi avec des interviews, et puis ensuite on reprendra nos débats. Bah oui, mais parce qu'en même temps, il y a l'un des rares marronniers en fait de l'actualité économique que nous offre tous les ans EY, avec ce rapport très intéressant sur l'attractivité de la France. Vous allez voir, il y a, comme à chaque fois, il y a des choses très très intéressantes. Le nouvel ADN de l'attractivité hexagonale, on n'avait pas passé à côté du nouvel ADN de l'attractivité hexagonale. Donc on va vous raconter ça. Et dans ce cadre d'ailleurs, on discutera aussi avec Xavier Barbaro, le patron de Neoen. Je ne sais pas si vous connaissez Neoen. C'est vrai que c'est un objet d'entreprise assez particulier. Parce qu'en fait, Neoen fédère un certain nombre de, pardon de le dire comme ça, mais c'est le terme technique, de personnes morales, voilà, qui sont autant de petits producteurs d'énergie. Énergie nouvelle, énergie renouvelable, le solaire ou l'éolien, c'est là-dessus qu'intervient Neoen, avec un discours d'ailleurs sur l'hydrogène, très intéressant. Discours sur les batteries, discours sur l'hydrogène, très intéressant, qui, je dois l'avouer, me fait énormément réfléchir. Bref, on va vous raconter tout ça. On le sait, on le dit, vous connaissez l'énergie. Il n'y aura jamais de solution unique. Il n'y a pas de solution unique. Il ne faut pas d'anathème. Il faut évidemment absolument essayer de réunir l'ensemble des forces et l'ensemble des énergies, c'est le cas de le dire. Et puis Jean-Pierre Petit viendra nous voir. Qu'est-ce qui l'intéresse en ce moment? Donc on fera notre interview régulière sur les enjeux de la semaine. On verra ça ensemble. Tiens, la réindustrialisation l'intéresse, c'est un peu la thématique avec laquelle on va démarrer tout de suite avec EY et avec l'attractivité. C'est parti. Donc, on démarre avec Marc Lermite. Salut Marc. Bonjour Stéphane. Associé EY, l'attractivité donc de la France. On va voir le titre que tu as choisi, parce que évidemment la titraille est là. La France devant malgré tout. Bah oui, la France. Alors vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? La France en tête, d'abord parce qu'on compte chaque année, Stéphane, et depuis plus de 20 ans, les résultats de la France, sa capacité à attirer des investissements étrangers, c'est-à-dire nouvelles implantations d'usines, de centres de recherche, parfois de sièges sociaux. Et cette année, pour la 4e année consécutive, la France est en tête de cette course à l'échalote européenne sur qui va, dans un monde très troublé, on va sans doute en reparler, attirer le plus d'investissements, les plus beaux investissements. 1259 pour la France en 2022, c'est assez considérable. C'est la dynamique qu'on a observée ces dernières années, transformation de la France assez remarquée, assez remarquable, qui a permis 1259, attention, c'est pas des ouvertures d'usines. Ça peut être des extensions, voilà. Et c'est d'ailleurs majoritairement des extensions. C'est majoritairement des extensions, aux 2 tiers même des extensions. Ouais. Donc c'est un sujet qui est préoccupant. Finalement, c'est comme si des industriels, des entreprises qui avaient un peu abandonné la France entre 2000 et 2015, rallumaient la lumière dans des usines, faisaient un peu de rattrapage de leurs investissements. Ils sont assez prudents aussi sur leurs investissements en France. Donc 2 tiers d'extension, 1 tiers de toutes nouvelles implantations. Et c'est un très bon résultat c'est un très bon résultat. Tu nous dis malgré tout. Malgré le contexte de 2022 et celui qui a ouvert l'année 2023. C'est-à-dire que... Mais malgré tout en France, pas malgré tout dans l'instabilité géopolitique qui nous entoure. Alors, malgré tout, d'abord en Europe et dans le monde, puisque l'année 2022 a connu une cassure au printemps-été. Beaucoup d'entreprises, petites et grandes, ont vu arriver, se sont heurtées à un mur qui est celui d'abord de l'énergie et puis des conséquences économiques de cette crise géopolitique. Donc ça a été une vraie cassure, puisque dans notre enquête, près de 50% des entreprises nous disent avoir revisité leurs plans, leurs projets d'investissement. Certaines ont complètement annulé, d'autres ont reporté. Beaucoup ont réduit la voilure pour s'adapter, se mettre un peu en position tempête en 2022 et début 2023. 2023, évidemment, quand on regarde notre petit clochemerle français, on a un climat politique et social qui a sans doute également inquiété, préoccupé, alerté les dirigeants. On va en reparler, Marc, mais est-ce que ce que tu fais là, le mi-2022, printemps 2022, il y a évidemment l'offensive russe sur l'Ukraine, mais il y a aussi les annonces de Joe Biden autour de son plan de réindustrialisation. C'est majeur, c'est vraiment une arme d'attractivité massive. C'est du marketing à l'américaine, très bourrin, très fort, 50% des investissements finançables dans un certain nombre de catégories industrielles liées à l'énergie verte, d'impôt, par crédit d'impôt automatique, auquel les États américains qui sont
très 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 dispendieux et très généreux des États du sud des États-Unis, de nouveaux États qui cherchent à être dans la course, de la Californie, du Texas, qui ont déjà attiré, fait presque le plein d'investissements étrangers, l'Oklahoma, le Kansas. Enfin, il faut regarder, nos équipes le font, et moi j'y interviens de temps en temps. Ce que font les États américains, c'est ce que faisait l'Europe en restructuration industrielle dans les années 80, c'est-à-dire des investissements, enfin plutôt des aides publiques cash, qu'on n'a plus le droit de faire dans beaucoup de pays européens et qu'on n'a absolument pas le droit de faire en France, qu'on ne fait pas d'ailleurs. Donc ça, c'est évidemment dans un moment où les entreprises recherchent des marges, cherchent à financer des activités industrielles innovantes autour de la transition écologique, autour de l'énergie, autour de la santé. Il y a eu des annonces très fortes de grands groupes industriels, plutôt allemands pour l'instant, Volkswagen, Viessmann, qui ont dit moi je mets mes prochains investissements, je les mets aux États-Unis parce que c'est imbattable. Oui, mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. Quand c'est Volkswagen qui le dit, c'est phénoménal. On tombe de sa chaise. Le Volkswagen français ne l'a pas encore dit, il ne l'a pas dit. Il n'y a pas de raison qu'il. Non, mais juste parce que je le précise d'un mot, Volkswagen. Pourquoi j'insiste sur Volkswagen? Volkswagen, c'est une entreprise quasiment parapublique. Enfin, c'est une entreprise publique. Voilà. Enfin, c'est une entreprise publique à travers le Land, à travers les Landesbanken. Enfin, et donc, on se rend compte du tremblement de terre. Mais est-ce que tu confirmes, parce que vos équipes le savent, ça? Moi, je lis des études qui disent que c'est presque 70% des projets d'investissement internationaux qui sont revisités, pas qui partiront aux États-Unis alors qu'ils auraient dû être en Europe, mais en tout cas qui sont revisités, ralentis, mis sur pause. Je pense que beaucoup s'interrogent, beaucoup d'entreprises, pas seulement les industriels, s'interrogent. Mais d'abord, il y a une réponse européenne qui était là précédemment, qui est complexe, qui est celle du Green Deal, qui est celle de ce qui reste du plan de relance. Des projets d'investissement, d'initiative européenne. Qui est 2 ans. 2 ans d'instruction face au crédit d'impôt américain. Il ne nous échappe pas aujourd'hui précisément que le gouvernement français essaie de faire sa part du job en répondant. Je pense que c'est une réponse à l'ARS qui se passe aujourd'hui. Tu veux dire le plan Industrie verte de Bruno Le Maire. Le projet de loi Industrie verte porté par Bruno Le Maire, avec une forme de volume supplémentaire que lui donne le président Macron en invitant des centaines de chefs d'entreprise à l'Élysée aujourd'hui et à Choose France. Donc les investisseurs étrangers à Choose France lundi 15 mai. C'est une réponse française qui est la réponse nationale auxquels s'ajoutent les efforts des régions qui sont moins monétaires que tout simplement en gestion de projet. Donc on n'est pas perdu ou perdant. Simplement, il y a une vraie interrogation. Il y a beaucoup d'entreprises, et pas seulement en France, qui s'interrogent sur leurs arbitrages industriels. C'est plutôt des grands groupes. Ça serait déjà assez catastrophique que trop de grands groupes aillent créer des emplois, mettre de la valeur, faire de la fiscalité aux États-Unis, quand elles le font déjà ailleurs. Le problème, c'est aussi pour les PME, les ETI qui sont sous-traitantes de ces groupes, dans les chaînes industrielles. Donc, il faut être très, très vigilant, pas s'alarmer pour l'instant, mais être très vigilant et constater qu'il y a une vraie arme marketing et financière très, très puissante et qui est répétée en ce moment dans un salon qui s'appelle Select USA aux États-Unis, qui est vendu à toutes les entreprises. Et donc, il faut qu'on fasse la même chose en Europe, il faut qu'on fasse la même chose en France. On va le faire. You are dreaming, my friend. Je pense, Stéphane. La logique des appels d'offres, si tu veux, par exemple, tu vois, c'est ça qui est fou, quoi. Hein, ce qu'on comprend bien, c'est à partir du moment où vous décarbonez et où c'est fait aux États-Unis, vous avez droit au crédit d'impôt. Emballer, c'est peser. En France, on est principalement sur les activités industrielles. Hein. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. C'est quand même le gros sujet du moment. Exactement. Le président a dit hier, la mère de toutes les batailles, c'est assez juste. On fait remonter notre PIB industriel, mais par dixième de pourcentage en ce moment. Donc il faut continuer parce que sans cet appareil de production, de petites ou de grosses usines, on n'arrivera pas à redresser la balance commerciale. Enfin, il y a beaucoup de choses en dépendent. Et l'emploi, on est dans un pays où le taux de chômage reste élevé. On va en parler de l'emploi. Ça, c'est un autre sujet, l'emploi, à mon avis. Et c'est le seul reproche que je vous fais là-dessus. Mais vas-y. Je ne perds pas espoir parce que je pense que la France, l'Europe en ont vu d'autres. Sur une capacité, on a eu les formidables capacités d'attraction et d'attractivité de l'Asie pendant longtemps, du Maghreb qui reste importante, même s'il est un peu moins sous les feux des projecteurs. Tous les pays de l'Est aussi, à certains moments, ont sorti de très gros moyens pour attirer des investissements industriels. On voit d'ailleurs que ça marche encore. Et finalement,
nos pays d'Europe de l'Ouest matures, Europe de l'Europe, se défendent probablement en disant on veut les investissements qui comptent pour les 10 ans qui viennent, les investissements de valeur, les investissements dans les secteurs stratégiques, moins de volume, plus de valeur. C'est probablement comme ça qu'il faut se battre, tout en reconnaissant, en étant assez pragmatique en France, avec 7% de chômage, on a besoin aussi que ces investissements apportent de l'emploi. Mais non. Enfin, c'est l'image que je prenais pour essayer de l'expliquer. Il y a malheureusement bien davantage d'emplois dans les usines Fiat en faillite rachetées par Stellantis que chez Tesla. Oui. Donc je ne comprends pas, Marc, très sérieusement, on en avait peut-être déjà parlé les années précédentes. Souvent. Parce que le problème, malheureusement, les médias sont ainsi faits, que, enfin je ne sais pas si c'est la poule et l'œuf, est-ce que vous mettez en avant les emplois parce que vous savez que c'est ce qui plaira aux médias, mais les médias reprennent cette histoire d'emploi qui n'est pas un bon critère pour l'investissement industriel. C'est un des critères, et pour être tout à fait honnête, parce qu'on en a déjà parlé Stéphane, l'emploi n'est pas la force ou le bon résultat de la France. On est d'accord. Mais c'est pas forcément... Et c'est pas le bon critère, c'est pas le seul critère. Voilà, c'est pas forcément un obstacle. On va reconnaître que dans un pays qui a un peu plus de 7% de chômage, et à certains endroits, dans certains bassins d'emploi, on était encore à 2 chiffres, donc on a un gros problème de chômage encore en 2023 en France. On va reconnaître que aller chercher de l'emploi, des investissements créateurs d'emploi, retenir des entreprises françaises nées en France, ETI, PME ou grands groupes, qui recrutent et qui vont recruter dans les années à venir, qui d'ailleurs ne trouvent pas facilement à recruter, les retenir, c'est avoir quand même l'emploi dans le viseur, mais c'est aussi, les raisons pour lesquelles elles le font ces entreprises, et pourquoi on regarde ça et pourquoi on se passionne pour ce sujet, c'est parce qu'il y a d'autres valeurs à aller chercher avec ces investissements, des valeurs technologiques, il y a toute une transformation ESG qui est en cours. C'est ça, c'est ce que tu appelles, alors raconte-moi, le nouvel ADN de l'attractivité hexagonale, parce que, on va le voir, on verra après les doutes à moyen terme, mais on va voir ce que tu envoies sur l'innovation et sur la France économie innovante. Il suffit de voir le graphique, voilà, même en le voyant de loin, c'est assez spectaculaire. C'est la France qui est totalement à gauche, là, voilà. Totalement en tête du classement. Le CIR, en tête 15 ans de crédit impôt recherche. Bon, voilà, moi, je fais. Donc c'est 7 milliards, quoi. Voilà, 7 milliards par an, qui sont critiqués à peu près chaque année pour des raisons qu'on peut comprendre. Il y a probablement des améliorations, mais c'est un totem. Le CIR et l'innovation en France, la French Tech en général, j'emballe quelque chose qui est beaucoup plus complexe et divers que ça, mais ça fonctionne. En tout cas, les investisseurs internationaux, dans plein de secteurs d'activité, dans la santé, dans l'énergie, dans la motorisation électrique ou hybride, viennent en France pour faire de la recherche. Intel, 1000 emplois promis à Saclay pour les 10 années qui viennent, c'est son hub européen de R&D. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, c'est assez trivial, mais le CIR et beaucoup d'autres qualités, compétences, appareils universitaires d'enseignement supérieur font qu'on est champion d'Europe de l'innovation, ça étonne presque plus personne. Il faut quand même garder l'avantage en évitant que le CIR justement soit affaibli. Ah ouais, mais il est beau l'avantage. Ça, c'est une partie de l'ADN. Tu écris 30% des projets manufacturiers dans l'automobile aujourd'hui sont destinés à la production de véhicules électriques. C'est 3 fois plus qu'il y a 4 ans, et c'est pas anormal parce que c'est une grosse priorité de la France et de l'Europe. Et l'autre aspect de l'ADN, c'est et ça, il faudrait le marteler, la disponibilité d'énergie décarbonée. C'est le nucléaire. Énorme étonnement de beaucoup, et peut-être d'ailleurs des équipes EY qui m'ont aidé à réaliser ce baromètre en France et dans une vingtaine d'autres pays, c'est que la France a un atout reconnu d'ailleurs. On n'est pas en train de parler d'avis de Paris-Centre ou même de Lyon. Oui, parce qu'on n'a pas donné la méthodologie, mais c'est plusieurs centaines de chefs d'entreprise internationaux qui ont été interrogés. Neutres de la France et qui ont retrouvé un peu confiance dans la France, mais qui surtout nous disent que le premier atout industriel de la France, c'est sa disponibilité en énergie décarbonée. Et nous pensons et nous voyons, parce que ce baromètre sort en Allemagne, sort dans d'autres pays, mais en Allemagne notamment, il y a une énorme menace sur justement l'industrie allemande, pas seulement par l'IRA dont on vient de parler, mais aussi parce que ce qui est produit d'énergie et qui vient faire fonctionner les usines, les centres de recherche et d'ailleurs l'ensemble des villes allemandes et de la population, c'est une énergie très carbonée. C'est le charbon. Donc notre avantage qui peut se trouver un peu resserré au détour de l'hiver parce qu'on a un problème d'énergie, pour l'instant,
À court terme, nos spécialistes le disent, c'est un avantage majeur. C'est un avantage dont il faut qu'on fasse beaucoup plus. Deuxième atout industriel, les compétences. Mais nos compétences ne sont pas plus excellentes que celles des Italiens, des Espagnols ou des Allemands. Mais on a probablement un bon mix qui fait que 40% des projets qu'on a recensés en 2022 sont des projets industriels, plutôt de petites usines, plutôt des extensions, mais qui vont dans des villes moyennes et des petites villes. Donc on va s'en réjouir quelques secondes quand même, Stéphane. Ah non, mais je me réjouis. J'ai juste, mais ça aussi on en a parlé. Nous sommes, oui, un marché de consommation dynamique. C'est-à-dire que on a quand même, heureux comme Dieu en France, on est quand même au milieu de l'Europe la plus développée, avec un marché de consommation dynamique et un accroissement démographique encore très relatif, mais encore réel. Et des grands donneurs d'ordre dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc rien que ça donnerait de toute façon une dynamique. C'est la première qualité fondamentale, structurelle de la France, deuxième économie européenne. Si elle était plus exportatrice, ça permettrait d'attirer plus d'entreprises qui viennent aussi pour nos capacités d'exportation. Bon, pas tant aujourd'hui qu'il le faudrait demain. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Mais attends, parce qu'il y a un élément qui m'a beaucoup surpris, moi, qui est peut-être aussi quand même une petite bonne nouvelle. En panne d'emploi logistique, la France. Mais ça veut dire qu'on en a construit tellement qu'à un moment, ça s'arrête, non? Mais tu crois qu'il y a... Parce que ça, j'ai du mal à comprendre. Tu dis en panne d'emploi logistique et tertiaire. Non, Alors, sur le tertiaire, c'est-à-dire les emplois de bureau, back-office, siège, etc., il y a une transformation très lourde en ce moment, travail hybride, donc les entreprises s'adaptent, donc il n'est pas anormal qu'on fasse un peu moins, qu'on décide un peu moins d'aller ouvrir un nouveau centre d'appel ou un nouveau centre de traitement IT, par exemple, et notamment en France, où les coûts restent élevés. Sur la logistique, on a un autre sujet, qui est un sujet qui est très lourd pour la logistique, qui commence à devenir un problème pour l'industrie, particulièrement en France. C'est presque le refus de vente. C'est qu'on a dans beaucoup de territoires, beaucoup de grandes agglomérations singulièrement, j'en nomme pas particulièrement, mais je pense qu'on peut les imaginer, des formes de barrières à l'entrée, not in my backyard, mon foncier est rare, ce qui n'est pas faux. Et puis il y a une réglementation, le zéro artificialisation nette, qui va venir tendre et finalement probablement donner ou exiger des élus qui privilégient le logement, qui reste aussi un lourd problème, et donc l'activité économique, et en premier l'activité logistique, assez consommatrice de foncier, avec beaucoup de camions qui circulent, des réserves d'emploi qui se raréfient. Je dirais des villes comme Lyon et Bordeaux, par exemple. Des grandes agglomérations qui disent moi je gère la rareté, je voudrais des projets de valeur, vos emplois m'intéressent moins parce que je suis à 4% de chômage, et donc allez voir le voisin. Et le voisin, c'est la grande ville d'à côté qui ne peut pas plus ou ne veut pas plus. C'est pas seulement un réflexe politique activiste, Stéphane. J'ai compris. Mais c'est une petite musique qui commence à devenir un peu symphonique, qui est assez troublante parce que toutes ces précautions sont légitimes. Les précautions de l'environnement, précautions de pour protection de la population, gestion du foncier rare, éventuellement de bassins d'emploi qui sont un petit peu moins disponibles, c'est tout à fait légitime. En face, il faut être assez pragmatique, et puis on a beaucoup d'entreprises qui toquent à la porte de la France, qui disent, moi, la France nous intéresse. C'est un pays qui fonctionne à peu près, mieux vu de l'extérieur que ce qu'on pense de l'intérieur, qui a un marché qui est assez dynamique, qui met beaucoup d'argent public. Les entreprises s'en inquiètent, on en parlera sans doute, parce qu'il y a quand même des inquiétudes à moyen terme, mais pour l'instant, on a beaucoup de clients qui viennent à la porte du magasin, et on est en train de leur mettre pas mal de barrières à l'entrée, sauf dans les petites villes, les petits bassins d'emploi, ou dans des régions comme les Hauts-de-France, par exemple, qui ont vraiment besoin de restructurer, revitaliser leur tissu économique et leur bassin d'emploi. Mais non, parce que je voulais finir justement avec une note positive. Donc on ne va pas en parler des inquiétudes à moyen terme. On en reparlera. On en reparlera. Voilà, je reviendrai avec plaisir. Non. Moi, je veux finir, puisque dans la minute qui nous reste, sur ce que tu viens de dire là. Ce pays est bien mieux perçu, finalement. En plus, on a même sur le prisme, sur la façon dont les étrangers nous perçoivent, une grande partie de nos médias vont aller chercher le pire, quoi. On va te mettre la une du Sun, évidemment que le Sun nous défonce, mais enfin, ça aussi, un autre aspect de ton enquête, le cancer qui ronge la Grande-Bretagne, n'est pas prêt de s'arrêter. Mais la perception extérieure est en fait bien meilleure que la perception. Moi, je pilote des équipes européennes, on parle à nos clients qui sont un peu partout en Europe. Honnêtement, ils voient la France quelques défauts, ils sont un peu inquiets, ils voient les images que nous vivons, nous, voisins des manifestations, c'est clair. Mais honnêtement, le miracle de la grande économie européenne, c'est le miracle français. Ils sont quand même assez
étonné de cette France qui continue à avancer, qui a des bons résultats au plan de l'investissement international, qui est regardé par les Irlandais, les Néerlandais, les Anglais, les Allemands, les Espagnols. Tout le monde en veut de ces entreprises, dans la tech, dans la santé, dans l'énergie, dans beaucoup de secteurs. Et finalement, ils trouvent que la France se débrouille très bien. Ils sont très curieux. Ils nous appellent pour savoir comment ça se passe en France. Et les recettes ont été assez simples, hein, de la fiscalité, un droit du travail amélioré, un peu de marketing. Et puis on redonne confiance. On est constant sur les engagements. On tient les promesses. 5 ans après, ça se voit. Et quand on est effectivement dans notre petite marmite, on est un peu plus remué. Mais je pense qu'il faut parfois aller se regarder soi-même de l'extérieur. Sortir de son corps, Stéphane. Oui, mais tu comprends la frustration de l'exécutif ? Parce que la perception intérieure, c'est quand même ce qui compte en démocratie. Tout ce que ta phrase là, ce que tu viens de dire, je pense que Macron voudrait pouvoir le graver dans le marbre de l'ensemble des mairies de France. Celle de l'exécutif, ça doit être aussi la nôtre, parce qu'en fait, ce pessimisme misérabiliste, avec de très lourds problèmes en France, hein, des problèmes de santé, sur l'appareil de santé, sur l'éducation, des populations qui ressentent pas en tout cas la joie et la dynamique économique qui n'est pas partout, et il y a des restructurations, il y a des crises dans certains secteurs, mais on doit tous ressentir qu'on a probablement encore quelques années de progression, de transformation, et qu'il faut qu'on écoute un peu, qu'on ait les oreilles tendues à l'extérieur pour voir revenir ces musiques un peu plus harmonieuses. Yes, absolument. Merci Marc. Merci Stéphane. Marc Lermite donc qui nous accompagnait. On continue Bismart. Donc, Xavier Barbaro est avec nous, le PDG de Neoen. Salut Xavier. Bonjour Stéphane. On va parler ensemble énergie. Alors, j'ai mis accélérer la transition. C'est ce que Neoen fait d'ailleurs. Oui. Voilà, on passe alors, je parle sous ton contrôle, 10 gigawatts de capacité de production ou de stockage. On va en parler. À 20 gigawatts échéance 2030. Je tiens juste, c'est pas du tout, au contraire, tu le prends mal, au contraire, c'est pour donner la mesure de ce que tu représentes. Je me gourre pas, l'objectif de Total, il est à 100 gigawatts à peu près. Donc ça veut dire que t'es pas, t'es loin, mais en même temps pas si loin que ça, quoi. Voilà, on rentre dans des trucs. On est dans la même famille. On est peut-être sur un strapontin par rapport à quelques gros, mais on est dans le même groupe maintenant. Quoi, les plus gros, ils sont à quoi aujourd'hui ? 150, 200 gigawatts, pas beaucoup plus. Dans leurs annonces, parce qu'après il faudra voir la réalité. Alors c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Quand on regarde les Iberdrola, les Total, les BP, ils annoncent 80, 100, 120 gigawatts. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qu'ils ont, Neoen a à peu près un quart, peut-être parfois un cinquième de ce qu'ils ont. Donc ils ont peut-être beaucoup d'ambition, mais ils n'ont pas non plus, alors qu'ils étaient partis plus tôt et avec des moyens plus importants que nous, ils ne sont pas non plus 10 ou 20 fois plus gros aujourd'hui. Est-ce que ces ambitions sont à la mesure du défi qui est posé à l'humanité, pour le dire très très largement? C'est-à-dire le rythme aujourd'hui, on sait que sur le solaire, par exemple, les choses sont en train de s'accélérer massivement. Vous êtes sur l'éolien. On fait aussi beaucoup de solaire. Vous faites aussi beaucoup de solaire, oui. Les ambitions sont importantes. Alors, d'un pays à l'autre, il y a des réalités très différentes. Enfin, on a suffisamment regretté que la France soit le seul pays de l'Union européenne à être en retard sur ses objectifs. Et j'espère qu'on va arriver à rattraper notre retard. Mais il y a des pays assez vertueux en Europe comme ailleurs dans le monde. C'est vrai que d'un pays à l'autre, on peut parfois avoir des réalités assez différentes. Et c'est dommage parce que fondamentalement, que ce soit en termes de techno ou en termes de prix, le renouvelable, on sait faire. Je veux dire, les barrières sont administratives, en fait. Quand tu dis en retard sur les objectifs, oui, mais c'est toujours le même sujet. C'est-à-dire, on était en retard sur les objectifs, mais en même temps, on a déjà un mix tellement bas qu'on doit considérer qu'on peut se permettre d'être en retard sur les objectifs. Les autres sont tellement loin de nous que... oui, après, ça rejoint... Le sujet n'est peut-être pas le même. Enfin, je sais que c'est comme ça que parfois les Français voient les choses. C'est une manière de regarder le sujet, mais il y a aussi, de toute façon, même indépendamment du vert ou pas vert, ou du carboné ou décarboné, parce qu'on ne sait jamais trop où ranger le nucléaire, mais il y avait aussi, de toute façon, en 2022, une question de production. Le renouvelable a quand même un avantage, en plus d'être vert et d'être pas cher, c'est qu'on peut déployer rapidement. On a vu la France en 2022 quémander, tendre la main à ses voisins pour avoir de l'électricité parce que notre parc nucléaire était à l'arrêt. Donc même indépendamment de est-ce qu'on doit rentrer dans des objectifs européens d'énergie renouvelable, la France a un besoin intrinsèque d'avoir plus d'électricité domestique qu'on n'arrive pas aujourd'hui à satisfaire. Donc de toute façon, même indépendamment des contraintes un peu exogènes ou un peu théoriques ou un peu administratives, on a besoin en France de rajouter de l'électricité. Et ça, il faut qu'on s'y mette parce que l'an dernier, on l'a payé cher au sens propre. Et
on en parle assez peu. La vitesse de déploiement est aujourd'hui l'une des forces principales du renouvelable, finalement. Bien sûr, un réacteur nucléaire, on le voit, alors on a beau dire, ah oui, mais Flamanville ou Olkiluoto en Finlande, ah oui, mais c'est des têtes de série, donc c'est normal que ce soit lent. Non. Ça, c'est ce qu'on entend, hein, ça fait partie des éléments de langage d'EDF, en disant, vous inquiétez pas, les prochains iront plus vite, mais... Attends, il n'y a toujours aucun électron qui n'est sorti de ces trucs qu'on a commencé à construire il y a 15 ans, 16 ans. On sait parce que nous, en Finlande, on aide avec nos batteries, on aide le réacteur nucléaire à démarrer. Mais effectivement, il n'arrive pas à démarrer, d'ailleurs. Pas à démarrer. Et donc, c'est gros bébé. La gestation prend 15-18 ans. Nous, avec notre renouvelable, peut-être que ce sont des choses plus petites, mais mises bout à bout, on arrive à des volumes importants, on va en reparler. Nous, on sait faire la même chose en un an. Et quand on a construit, par exemple, la plus grande centrale solaire de France, qui est près de Bordeaux, qui à l'époque d'ailleurs était aussi la plus grande centrale solaire d'Europe, à Cestas, c'est un projet de Neoen, 300 MW. 300 MW, c'est à peu près le tiers d'une tranche nucléaire. On a construit ça en 9 mois. Le tiers d'une petite tranche nucléaire, c'est le tiers d'un des 2 réacteurs de Fessenheim. Oui, regretté Fessenheim. C'est pas beaucoup, on va pas... Non, mais vas-y. Mais on aurait pu... nous, on était limité à 300 MW pour des questions administratives. C'est-à-dire que si on avait construit non pas 300 mais 900, ou non pas 900 mais 1800, ça aurait pas pris plus de temps. Je veux dire, plus de place peut-être. Plus de place, évidemment, mais on sait faire une centrale solaire, entre guillemets, quelle que soit sa taille, en moins d'un an. C'est ça qu'il faut retenir. Nous, on nous a limité à 300, mais parce que les contraintes étaient administratives. On aurait pu faire plus. Contraintes d'emprise au sol ? Non, contrainte de volonté de... Enfin, il y avait une question d'emprise au sol, il y a une question de capacité du réseau, mais nous, par exemple, nous, Neoen, en Finlande ou en Australie, on fait des centrales bien plus grandes que ça, et on les fait dans la même durée. Et donc, à la fin... L'Australie, ils ont de la place. L'Australie, ils ont de la place, mais en France aussi, on a de la place. On est le plus grand pays d'Europe. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait en France 4 fois moins d'éoliens ou 5 fois moins de solaire qu'en Allemagne, qui est un pays 2 fois plus petit physiquement. Donc on se met des barrières mentales, en vrai. C'est pas... Et on s'est fait... Est-ce qu'on n'a pas... On est rentré dans une espèce de bataille des énergies les unes contre les autres. Oui, soit on est pour le nucléaire, soit on est pour l'éolien. Enfin... Il y a quelque chose d'un peu absurde dans le débat là-dessus. Et alors, nous, chez Neoen, on n'est pas anti-nucléaire. Alors, il y a parfois des pro-nucléaires qui sont anti-renouvelables parce qu'ils ont l'impression d'être menacés. La réalité, c'est que ce qui marche bien, c'est un mix. C'est de l'hydraulique, c'est du nucléaire, en particulier le parc qu'on a déjà. Enfin, il a coûté suffisamment cher à la France pour qu'on continue à l'entretenir. C'était idiot de fermer Fessenheim. Enfin, je suis le premier à le penser. À la limite, on apprend à fermer des centrales. C'est peut-être ça qui un jour sera utile. On a ce côté laboratoire, mais bon, c'est quand même un peu dommage. Mais ce qui marche bien, c'est d'avoir de l'hydraulique, du nucléaire, de l'éolien, du solaire, des batteries. Ce qui marche bien aussi, c'est d'avoir des interconnexions avec les pays voisins pour s'échanger quand il y a du surplus en Espagne ou du surplus en Irlande, puisqu'on est en train de connecter l'Irlande à la France. C'est extrêmement pertinent. Et donc, il ne faut pas être dogmatique. On a vu où le tout nucléaire nous avait mené l'an dernier. On nous disait pendant des décennies la beauté du nucléaire français, c'est d'avoir fait un effet de série, c'est d'avoir un parc, c'est comme ça que ça nous a coûté pas si cher que ça. Le problème d'un effet de série ou d'une série, c'est que quand il y a un défaut de série, ça met tout à l'arrêt d'un coup. J'espère qu'on est en train de le régler. Mais donc il ne faut pas miser sur le tout nucléaire, il ne faut pas non plus miser évidemment sur le tout éolien. On arrive à voir, Neoen l'a montré en Australie méridionale, qui est l'état où se trouve Adélaïde, qu'avec du solaire, de l'éolien et du stockage, on pouvait passer la barrière des 50% de renouvelables. Et c'est déjà super bien. C'est autant d'électrons carbonés en moins, c'est autant de dollars économisés pour les clients résidentiels locaux, puisque le renouvelable coûte moins cher. Arriver à 100%, c'est pas si simple. Donc continuons évidemment à faire vivre le parc existant. La France est un pays béni des dieux. On a en plus la chance d'avoir des barrages. C'est la plus belle des énergies, l'hydraulique. Heureux comme Dieu en France, disait Goethe. Voilà, absolument. Au niveau, alors il y a un sujet intéressant au niveau du prix. Donc le dernier champ, je parle évidemment sous ton contrôle, attribué à EDF d'éolien offshore, qui est un peu plus complexe, j'imagine, l'éolien offshore, que beaucoup plus, et donc qui va sortir à 45 € le mégawattheure. Attention, 45 € le mégawattheure, c'est la sortie de l'éolienne. Il faut effectivement le remettre dans un mix général pour avoir le prix total
comme le dit Jean-Marc Jancovici, système contre système, voilà, pour assurer Mais ça veut dire que là, c'est 45 € le mégawattheure, c'est le prix de l'électricité nucléaire, enfin en tout cas c'est le prix auquel EDF estime... C'est le prix de l'électricité nucléaire déjà amorti. Déjà amorti, oui. Les EPR, c'est 3 fois plus cher. Oui, tu as raison, c'est le prix de l'énergie nucléaire déjà amorti. Ça envoie un signal... Alors, d'un côté, je lis, c'est pas raisonnable, c'est une folie, et en fait, ils tirent les prix vers le bas, mais ils n'y arriveront pas. D'un autre côté, est-ce que ça envoie un signal de compétitivité maintenant vraiment établi de l'ensemble de ces systèmes? Moi, il me semble que la branche renouvelable d'EDF a suffisamment démontré sa capacité à faire les choses pour de vrai. Bruno Bensasson, qui dirige cette belle maison, je pense, est un garçon tout à fait rationnel, donc j'imagine que les calculs ont été vus et revus. Je trouve que ça envoie un bon signal, d'abord pour la France, parce que ça veut dire qu'on va avoir de la capacité de production électrique domestique en plus. Ça envoie un bon signal, évidemment, pour nous, les clients, puisque ce seront les électrons les moins chers de France, donc on peut s'en réjouir, et je pense que EDF saura faire. Ça veut dire aussi deux choses. Ce seront les électrons les moins chers de France ? Oui, alors nous, on saura probablement faire du solaire à peu près à ce niveau-là dans les prochaines années. D'accord. Et aujourd'hui, 45 €, c'est moins cher que le nucléaire, c'est moins cher que tout le reste du renouvelable. Même que l'éolien sur Terre ? Oui, l'éolien sur Terre, aujourd'hui, d'ailleurs, les prix remontent parce que les turbines remontent un peu. Il y a des effets d'échelle en mer qu'on n'a pas à terre. Ce sont des parcs immenses avec des éoliennes très puissantes. D'accord. Donc ce seront les électrons les moins chers de France, et donc on peut s'en réjouir, nous, finalement, et nos entreprises, nos industries. Je pense qu'EDF y arrivera, mais ça veut dire aussi que EDF a une vision de long terme, parce que on n'arrive pas à amortir à 44 ou 45 € un investissement pareil si on regarde seulement le contrat de vente à l'État. Donc ça veut dire que EDF sait que ces centrales, ces parcs éoliens en mer produiront encore en masse au-delà de leurs premiers 20 ans ou de leurs premiers 30 ans. C'est ça, c'est 20 ans l'engagement avec l'État. Hein, voilà. Ça veut dire qu'au-delà de ça, il y aura encore de la production en masse. Donc ça veut dire que ces parcs éoliens en mer vont avoir de la production massive dans la durée. C'est aussi ça qui permet finalement de vendre les premières 2 décennies à un prix aussi compétitif. Ça veut dire aussi, parce que EDF ne fait pas ça tout seul, ça veut dire que des co-investisseurs et que des prêteurs trouvent un intérêt économique à investir dans ce genre de parc éolien en mer. Ce qui veut dire que non seulement c'est bien pour EDF et bien pour la France, mais c'est bien aussi pour notre industrie. C'est avec notre industrie, que ce soit en mer, que ce soit à terre, est devenue suffisamment mûre pour que des grands fonds d'infrastructure, pour que des grands prêteurs y trouvent leur compte. Et donc, ça, c'est ce que vous avez senti dans l'opération d'augmentation de capital que vous avez menée? Oui, elle a été très bien suivie. Alors, d'abord par nos actionnaires historiques, et on les remercie, mais aussi par des nouveaux actionnaires. Elle a été sursouscrite. Donc on voit que l'éolien en mer pour EDF, comme l'éolien terrestre pour Neoen, ou le solaire de grande taille pour Neoen, ou les batteries dont on va reparler pour Neoen, sont mieux comprises, sont considérées comme des classes d'actifs finalement intéressantes d'un point de vue financier, intéressantes d'un point de vue industriel, sont des actifs réels, plus que des crypto-monnaies ou plus que des startups avec des idées parfois brillantes mais un peu fragiles. On est dans l'infrastructure, portant beaucoup moins de risques paradoxalement que beaucoup d'autres installations. Et on est évidemment dans la décarbonation. Donc on est dans le sens de l'histoire. Alors, stockage, oui, effectivement, parlons-en. Stockage, c'est une des marques distinctives de Neoen. Alors, nous, 80%... Oui, mais c'est le challenge, en fait. Bien sûr, 80% qui est devant de nos les industries énergétiques. dans le solaire ou l'éolien. C'est-à-dire le stockage, ce n'est entre guillemets que 20% de ce qu'on fait. Mais ces 20%, d'abord, ils constituent quelque chose d'assez original, puisqu'on a beaucoup d'avance sur tous nos concurrents, y compris les gros. Et ces 20% de stockage donnent beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de liberté aux autres 80%. C'est-à-dire que nos électrons solaires ou nos électrons éoliens, ils sont partiellement lissés par ces batteries, donc ils ont plus de valeur pour nos clients industriels, puisqu'au lieu de les envoyer au gré du vent ou au gré du soleil, on arrive finalement à promettre une continuité dans la production électrique. Sur une toute petite quantité quand même aujourd'hui, non Xavier? Nous, on a signé en 2022, au 4e trimestre 2022, avec BHP, donc un des gros miniers australiens, qui nous achète ce qu'on appelle un ruban, donc du 24/7, de l'électricité fournie en continu pour ces mines en Australie, à l'échelle de plusieurs dizaines de mégawatts. Alors, on n'est pas encore dans les centaines de mégawatts ou dans les gigawatts qui peuvent alimenter, quand on regarde par exemple, tout le cluster industriel de Dunkerque, il est largement alimenté par la centrale nucléaire de Gravelines. Mais
on est au-delà de l'anecdotique. Dans ce que fait Neoen, on est déjà à l'échelle. On est sur des contrats de dizaines, ou même, d'ailleurs, quand on regarde dans la durée, de centaines de millions d'euros pour alimenter des actifs industriels en dizaines de mégawatts. Si vous me passez l'expression, c'est du lourd. D'accord. On n'est pas dans le petit contrat qui est là pour faire joli dans le rapport annuel. On alimente, pour de vrai, des mines en Australie. On n'est pas juste pour alimenter la barrière à l'entrée. D'accord. D'accord. Et là-dessus, il y a une courbe de progression qui pourrait être exponentielle pour... Chez Neoen, et c'était un des thèmes de notre augmentation de capital, on va accélérer dans le stockage. On en faisait déjà beaucoup, et on le faisait d'ailleurs mieux que d'autres, parce que c'est pas qu'une question d'ailleurs de volume, c'est pas qu'une question de déployer du capital ou de construire des batteries, c'est aussi la manière de les opérer. Ça, c'est le savoir-faire distinctif que Neoen a constitué depuis des années. Donc, on va faire plus de stockage. Battery management. Exactement. Système. Et de manière de plus en plus intelligente. La beauté des batteries, à la différence d'un parc solaire ou d'un parc éolien, qui sont des actifs un peu stand-alone, quoi. Voilà, ils sont construits, ils vivent leur vie. Des batteries, on peut, dans la même journée, leur faire acheter de l'électricité quand c'est pas cher, leur faire revendre quand c'est plus cher, les aider à soutenir le réseau de manière instantanée quand il y a, par exemple en Australie, on l'a vu, des centrales charbon qui se déconnectent, ou par exemple en Finlande, le nouvel EPR qui crée de l'instabilité parce qu'il n'arrive pas à démarrer. Ces batteries aident à maintenir la fréquence sur le réseau. On peut aussi les aider à lisser nos électrons solaires ou éoliens. On peut faire extrêmement de choses. C'est un terrain de jeu génial pour des ingénieurs comme nous. Et c'est en Australie que vous travaillez avec Tesla d'ailleurs sur. On a travaillé avec Tesla. Vous avez travaillé avec Tesla et on sur ces continue à travailler avec Tesla. On a annoncé en décembre, il y a 4 mois, de nouveaux investissements sur la base de technologie Tesla en Australie. On fait pas que du Tesla. On fait aussi du Nidec, qui est une entreprise franco-japonaise. Donc il y a du savoir-faire et de l'excellence française dans les batteries. On va travailler avec Entech, qui est une société bretonne qui fait aussi des batteries. On a travaillé avec Samsung, on a travaillé avec LG, avec Doosan. On est en architecture ouverte. On a quand même l'impression que, vu l'enjeu, il y a besoin de très gros industriels quand même pour et on se être au rendez-vous. On se réjouit de voir qu'il n'y a pas que Tesla. On a une belle histoire. Mais quand tu cites Samsung, etc., on se dit que là, les Chinois, du CAPEX, les BYD, des gens dont on parle aujourd'hui pour les voitures électriques, produisent évidemment aussi des batteries pour l'industrie énergétique. Et donc, on a en ce moment sous nos yeux une capacité de construction de batteries, de production de batteries qui est en train de se décupler en Chine comme aux États-Unis grâce à l'IRA, comme en Europe. Il y a des projets Northvolt en Suède, il y a aussi des projets... en Suède, peut-être. Peut-être, effectivement. Peut-être aux États-Unis, finalement. Mais il y en aura aussi en Europe. Et j'espère qu'il y en aura en France. C'est une industrie où le savoir-faire européen est bien réel. Ne nous privons pas d'avoir une capacité domestique de production de batteries. Toi, vous n'êtes pas attiré par les sirènes américaines ? On a tenté notre chance aux États-Unis, on n'a pas réussi à se faire notre place. Et comme Neoen est un opérateur assez rationnel, si on n'y arrive pas, peut-être qu'on a raté quelque chose, mais dans ce cas-là, on passe à autre chose. Donc, nous, le monde est suffisamment vaste pour... On s'est redéployé au Canada, donc on a au moins une petite couleur nord-américaine. Un mot, un tout petit peu plus, 2 minutes, parce que j'ai lu que tu étais très prudent sur l'hydrogène. Oui, alors... Ce qui me surprend quand on fait de l'éolien. J'y crois beaucoup. Et un jour, Neoen produira des molécules d'hydrogène en plus de produire des électrons. Et ce jour, ça sera avant 2030. Donc, pour l'instant, on fait des pilotes, mais les maths ne marchent pas. Quand on regarde aujourd'hui le coût de production de l'hydrogène, surtout avec une électricité qui est assez chère, ça donne pas envie d'investir. Mais, alors c'est ça que je comprends pas, Xavier, quand j'ai lu justement ta déclaration là-dessus. Pour toi, si tu utilises pour faire de l'électrolyse de l'énergie qui de toute façon à la sortie de tes éoliennes pourrait pas rentrer sur le réseau par exemple parce que c'est un moment où il y a trop de vent, il n'y a plus de place sur le réseau, le coût il est nul. On peut le regarder comme ça, mais c'est encore plus opportun de mettre cette électricité dans des batteries plutôt que de la mettre dans des électrolyseurs. Donc, par exemple, priorité pour nous. Ah oui, d'accord. Toi tu vois plus le stockage. Oui. Alors, mais effectivement, ce qu'on se dit, c'est que dans des endroits comme la Finlande ou comme l'Australie, par exemple, où il y a beaucoup d'éoliens, beaucoup de solaire en Australie et un réseau qui est un peu fragile, l'hydrogène permettra d'absorber une partie des surplus d'électricité à un moment où soit ça vaut rien, parce que parfois les prix descendent à zéro, ou à des moments où physiquement le réseau n'arrive pas à évacuer. Donc nous, on imagine très volontiers
dans un avenir à moyen terme, 5-6 ans, d'avoir des parcs Neoen avec du solaire, de l'éolien, des batteries, un électrolyseur. Mais aujourd'hui, on ne voit pas encore l'équilibre économique, même avec des surplus d'électricité comme on peut déjà en voir. Mais on y croit beaucoup. Je ferai une discussion avec Xavier Caitu-Colli qui était à ta place il y a une dizaine de jours pour nous raconter sa foi en l'hydrogène. Voilà. Mais c'est passionnant. J'ai foi aussi. C'est génial. J'ai foi aussi. On a des pilotes. On a par exemple en France, tout simplement, on a sur un ancien terrain militaire, la base aérienne 217, on a un projet d'hydrogène qui couple du solaire, des batteries, de l'hydrogène chez Neoen. Donc on commence à s'entraîner à moyenne échelle, quelques mégawatts, mais il y aura... Mais je comprends, ton sujet c'est si j'ai du surplus, c'est plus efficace de l'injecter dans une batterie que d'en faire de l'hydrogène. Mais 5 ans, c'est demain. Donc c'est pour ça que Neoen aujourd'hui se prépare déjà, apprend déjà l'hydrogène. Mais à grande échelle, non. L'augmentation de capital qu'on vient de faire, elle va aller dans des panneaux, dans des éoliennes et dans des batteries, et pas encore dans des électrolyseurs. Je t'entends, tu vois, c'est juste en termes de mots de la fin, parce que je voulais, mais on n'a pas le temps, ton regard sur la commission énergie, tout ce qui s'est dit, etc. et tout. Moi, à t'entendre là, il faut absolument dépolitiser ce sujet, quoi. C'est pas possible que ce sujet soit une sorte de série de totems politiques. C'est extrêmement triste. C'est incroyable. Les pro-nucléaires se disent que la meilleure manière de faire sa place au nucléaire, c'est de taper sur le renouvelable, ce qui est une erreur. Les deux vont coexister. On va vers un monde plus électrique. Il y a besoin des deux. Et ce qui est très triste aussi, c'est la loi d'accélération où on infantilise les acteurs, que ce soit les producteurs d'électricité comme nous, que ce soit les agriculteurs qui, eux, ont envie d'avoir un complément de revenus lié à l'installation de solaire ou d'éolien. On crée des commissions dans tous les sens pour être sûr que vraiment on contrôle tout. Ça, c'est la manie française. Et à la fin, au lieu d'accélérer, on ralentit. Mais Neoen s'accroche. On a toujours montré, y compris dans des moments un peu difficiles, que nous, on savait faire le gros dos et préparer l'avenir. Donc en France, même en France, Neoen a un super bel avenir, malgré toutes les misères qu'on nous fait. Grande phrase qu'on dit aux entrepreneurs, si vous réussissez en France, alors vous réussissez partout. Je pense que c'est pour ça que Neoen a si bien réussi en Finlande, en Australie, au Portugal et ailleurs. C'est parce qu'on a commencé à la dure en France. Merci Xavier. À bientôt. Xavier Barbaro, donc le PDG de Neoen, nous accompagnait sur Bismart. Et donc on retrouve Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Donc, salut Stéphane. Voilà, on est dans une séquence réindustrialisation en France. Ça t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette séquence? Alors c'est la séquence mondiale, européenne, plus que française qui t'intéresse? Oui, enfin, c'est un enjeu mondial d'ailleurs, d'une manière générale. Il y a un match. Une bataille, voilà. Une bataille, il y a au moins 2 batailles. Alors, il y en a beaucoup plus, mais en fait il y a 2 batailles principales. Une entre la Chine et les États-Unis. Et l'autre entre les États-Unis et l'Europe. Voilà. Sachant que ce que j'observe depuis au moins 3 ans, et même un petit peu au-delà, depuis l'élection de Trump, c'est un retour au souverainisme économique. Voilà, qui était un gros mot avant, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Et on voit un retour du souverainisme économique dans différents domaines, dans plusieurs domaines. Alors évidemment, au plan militaire, parce que maintenant on a des guerres, des conflits chauds, etc. Puis que ça ne s'arrange pas par ailleurs, sur toute une série de parties du monde. Et puis on a vu aussi le niveau sanitaire, alimentaire, énergétique. Et énergétique au sens large, c'est-à-dire que même pour les énergies renouvelables, on dépend des terres rares chinoises, etc. Enfin, tu vois, c'est industriel, technologique. La maîtrise de la numérisation, c'est une chaîne, en fait. Donc la puissance, elle est... Dans les 10 éléments historiques de la puissance, c'est un élément un peu nouveau qui est la puissance numérique. On ne peut pas dire que sous l'Antiquité ou sous le Moyen-Âge ou la Renaissance, si tu veux, si, t'avais une forme de soft power. Enfin bon, on va pas refaire Léonard de Vinci, mais c'est quand même une forme de soft power. Voilà. C'était très soft, quoi. Oui, d'une certaine manière. Voilà la force des choses. Mais là, c'est... Google aussi est assez soft, en fait. Oui, mais il y a tout l'enjeu de la maîtrise des chaînes et des compétences. Et ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Et là... Je suis désolé d'avoir répété ça depuis des années, mais on est loser complet. L'Europe est loser. Et la France, à l'intérieur de l'Europe, est loser. Parce que l'un des pays qui s'est le plus désindustrialisé, c'est la France. Oui, mais la courbe désolé d'avoir à dire ça. Mais désolé d'avoir à te contredire, mais la courbe s'inverse, c'est factuel. Wow. C'est factuel. Le nombre de fois, alors j'ai pas vérifié. 2 millions contre 100 000. Ok, c'est l'épaisseur du trait. On en a perdu 2 millions et depuis 4 ans, on en a recréé 100 000. Bon.
des emplois industriels, pour peu que ce soit le critère. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément le meilleur critère. Parce que dans les emplois industriels, tu as des emplois de sous-traitants. Tu as des emplois de base. On est parfaitement d'accord. Mais en termes d'implantation, Marc Lermite a commencé cette émission. En termes d'implantation industrielle, là, aujourd'hui, il se passe quelque chose, indubitablement. Il y a un petit truc, je ne dis pas. Mais dans l'histoire de la désindustrialisation qui est très ancienne, on est d'accord. Je pense qu'on a déjà dû voir des petits pics et puis qui ensuite ont été déçus. Parce que c'est un travail de longue haleine. Tout à fait. Voilà. Et ce qui est important quand même, alors pas dans la classe politique, bon, moi chez les élites, enfin la classe politique, le Parlement on va dire, parce qu'eux ils sont quand même vraiment largués, mais c'est vrai que dans les sphères exécutives, on sent que maintenant, alors en plus on a du bol, enfin on a un bon type à la Commission européenne. Thierry Breton, tu veux dire? Ouais, parce que franchement, là, moi, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu un commissaire aussi techniquement avancé, aussi. Non, mais quand tu vois que tu sors de Barroso, enfin bah, tu te rends compte. Hein. Non, mais après, on peut le critiquer sur certains. Non, je ne le critique pas. Je sais pas quoi penser de Thierry Breton, pour tout te dire. C'est-à-dire que... Au plan personnel ou au plan... Non, bon, au plan personnel, bien sûr que non. Non, au plan de ce qu'il a fait, c'est-à-dire... il fait ce qu'il peut. Dernier ministre de Finances de Chirac, mais il a beau le mettre dans tous les sens, il court derrière la dette comme les autres. Athos, tu vois comment ça s'effondre, mais totalement, littéralement. Non, mais là, je parle au niveau de son job à la Commission européenne. Mais à chaque fois, c'est pareil. Je crois que c'est un excellent communicant, Thierry Breton. Oui, mais... La réalité du taf derrière, je sais pas. Ce qu'on me dit, c'est qu'il impulse quand même des trucs, mais il a des moyens de toute façon assez limités. Ouais. Et qu'en plus, il énerve un certain nombre de collègues et évidemment, on a plutôt envie de garder, parce que la Commission européenne, c'est un pouvoir en fait. Mais bien sûr. Pourquoi elle a mené toujours sa politique de concurrence depuis le traité de Rome, etc. Alors qu'elle voit bien l'émergence du concept de puissance, etc. Le retour à la puissance, au souverainisme. C'est parce qu'elle veut conserver son pouvoir, tout simplement. Je ne vais pas faire de la théorie sur la bureaucratie. Enfin, tu sais, il y a tout un tas d'auteurs aux États-Unis, dont au moins plusieurs prix Nobel, qui ont travaillé là-dessus. Mais la Commission a son propre pouvoir. Elle ne veut pas qu'il soit remis en cause. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on veut dégager Breton et garder Van der Leyen. Qui veut dégager Breton? Non, mais il y a des voix, parce qu'il y a des voix dans les instances européennes qui disent que Breton, mais c'est sûr, il roupille pas. Alors, non, Van der Leyen non plus ne roupille pas. Voilà. Oui, mais elle est plus conciliante là-dessus. Puis elle n'a pas le parcours industriel, scientifique de Breton. C'est pas pareil. Donc on a pris encore, parce que ça découle la désindustrialisation en termes de productivité, R&D, filières éducatives, évidemment le solde commercial, parce qu'il faut jamais l'oublier quand même. Hein. S'il y a une remise en cause de la mondialisation, on aura du mal à financer le déficit extérieur. Il ne faut pas oublier que le commerce mondial, c'est à 80%, c'est quand même des marchandises. Bien sûr. Alors des marchandises manufacturées, et le reste c'est l'énergie. Manque de bol, on n'a ni l'un ni l'autre, nous, Français, en tout cas, à part la construction aéronautique, un peu d'automobile, et puis le luxe évidemment, mais... c'est tout ce qui nous reste comme industrie. Et de l'énergie décarbonée. Ouais, enfin... Qui reste un socle sur lequel on peut construire. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous disait Marc Lermite, c'est un atout, et heureusement, c'est un atout qui va être valorisé, mais c'est un atout pour les industriels du monde entier, c'est un atout important. Voilà, quand tu dois choisir une localisation, bien sûr. Le fait que tu sois à côté d'une centrale nucléaire aujourd'hui, c'est un atout incontestable. Bien sûr, mais il y a la souveraineté aussi alimentaire, enfin, c'est quand même dingue ça. Et alors... énergie au sens large face au défi de l'électrification du monde. Hein, parce que de toute façon, pour faire fonctionner n'importe quoi aujourd'hui, tu as besoin d'informatique. Absolument. Donc d'électricité. Absolument. La gestion de l'eau potable en France dépend de l'informatique. Pratiquement tout dépend de cela. Alors, donc, ça, c'est... Et puis, en termes de job en termes de qualification de job, c'est ce que je disais sur les filières éducatives. On forme 40 000 ingénieurs chaque année en France. Est-ce qu'il n'en faudrait pas plus? Si on veut, je pense que oui. Et le problème, c'est qu'en plus, on en forme 40 000, mais il y en a combien qui vont en Californie ou ailleurs, hein, d'une manière générale. Donc, on a pris en compte les coûts de la désindustrialisation. Il y a, ou de la mondialisation, même d'une manière générale. Il y a sur l'immigration aussi, l'immigration non contrôlée, etc. On pourrait dire aussi que là, la puissance publique européenne et française a été totalement défaillante, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est d'une grave crise démocratique. Hein. Voilà. Bon, on a pris conscience de ça, et effectivement, Macron, après quelques erreurs, on va dire, conceptuelles, hein, parce qu'il était quand même sur la thématique de la mondialisation. On va dire, non mais en gros, hein, je caricature un peu, mais mondialisation heureuse, etc. Enfin, il y a 6 ans, quand il a été élu pour la première fois. Non mais alors, je vais pas le défendre, Jean-Pierre, mais enfin, tout ce qu'il fait,
Là, oui. Non, mais même sur le nucléaire, par exemple. secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, parce que tout démarre quand même de ce rapport gallois dont on attend parler. La politique de l'offre. Oui, mais bien sûr. La politique de l'offre, je suis d'accord. Mais c'est ça. Oui, mais c'est la réindustrialisation, c'est la politique de l'offre. Non, c'est plus que ça. L'IRA... C'est donner la souplesse. Non, mais attends, la souplesse, les États-Unis l'ont, on est d'accord, sur le marché du travail. Mais bien sûr. Ils ont décidé... Les accords d'entreprise. Oui, mais ils ont décidé de faire autre chose. L'IRA, mais ils ont dit que ça suffisait pas. Les Américains nous ont dit que ça suffisait pas. C'est 2022 est très important parce que Biden, et ça il l'a obtenu au Congrès, c'est l'IRA. Parce que l'IRA, c'est le premier acte de stratégie industrielle des États-Unis d'Amérique sur une base fédérale depuis des décennies. Oui, mais ça va nous amener au sujet d'après. Mais c'est d'abord du pognon public lâché massivement. Oui. Et ça, nous, on peut plus le faire. Eh ben oui, mais c'est dommage. Hein. Ah bah oui, c'est dommage. Mais voilà. Enfin, la seule réponse qu'on puisse faire, nous, elle est réglementaire, etc. Voilà. Mais on ne peut plus lâcher des crédits d'impôt comme les Américains vont en lâcher. En fait, je lisais, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est quasi, parce que tout le monde dit 400 milliards. C'est pas 400 milliards, les amis. On n'en sait rien, c'est du crédit d'impôt. Donc en fait, ça va partir, c'est exponentiel. Et puis en plus... Les autres 1200 milliards. Il n'y a pas que ça en plus. Les autres atouts du capitalisme américain, c'est pas seulement la fiscalité ou ce qu'ils viennent de décider sur l'IRA, c'est c'est les modes de financement. Bien sûr. Le private equity, le marché action très profond, très diversifié. C'est le poids des investisseurs institutionnels de long terme. Les universités, les fonds de pension, ou les fondations, qui ont des objectifs très longs. Et eux qui s'intéressent aux énergies, surtout pour le coup, ils sont en retard par rapport à nous, du point de vue de leur intérêt, etc., stratégique. Et là, ils ont vu les opportunités et ils ont les moyens. Et bon, plus la flexibilité du marché du travail, on connaît leurs avantages. Plus la rapidité du processus de décision. C'est ça. Parce que nous, heureusement qu'il y a quand même des types qui se remuent comme Breton, parce que sinon, c'est caricatural, c'est désespérant, la gouvernance européenne. Et donc, voilà. Donc, il y a quelques signaux, mais il y a tellement de boulot et il y a surtout tellement de retard. Le retard dans ce domaine-là se rattrape quand même très difficilement, quoi. Je veux dire, pour retracer un processus de décadence, il faut quand même bien le dire, ou de déclassement, comme tu voudras, ça demande quand même aussi une grande volonté politique et puis une prise de conscience des élites, d'une manière générale. Et manifestement, en France, je veux dire, je suis un peu dans la démagogie. Sur l'industrie, oui, non, mais chez les industriels, évidemment. Non, mais même les élites sont converties à l'industrie aujourd'hui. C'était sans doute pas le cas il y a 15 ans, voilà, je vais te dire ça. Mais depuis une bonne dizaine d'années, il y avait même c'est fait, quoi. Voilà. Il y avait même des mecs qui disaient le contraire. Oui, mais faiblesse, c'est Turuk. Mais alors ça, c'est l'an 2000, ça. Donc, oui, mais à l'époque, tu vois, l'an 2000, on avait tous les atouts dans les télécoms, en particulier, tu me parles de Jean-Pierre, tout le monde disait la même chose à l'époque. Bah... On lui tombe dessus, ce pauvre Turuk, depuis 25 ans. Non, mais il n'y a pas que lui. Oui, c'est Alcatel, bien sûr, c'est Alcatel. Tout le monde disait la même chose. Voilà. Pas moi. Non. Je suis désolé, moi je parlais d'industrie. Mais j'avais pas les connaissances, etc., pour avoir une vision plus... J'imaginais pas la voiture électrique, j'imaginais pas les batteries, j'imaginais pas la 5G, la 6G qui va bientôt arriver, etc. J'imaginais pas tous les enjeux, mais qui vont très vite. Là, ce qui me frappe depuis 10 ans, par exemple, ça fait 10 ans. Oui, c'est une accélération. Il y a une accélération de l'histoire, et plus tu es en retard, voilà. Jean-Pierre, puisque le temps tourne quand même, parce que c'est les dettes qui me font penser, est-ce qu'on est au bout du cycle de resserrement monétaire? La Réserve fédérale l'a un peu dit, elle a supprimé sa phrase qui disait au début de chaque communiqué depuis plus d'un an, il faut resserrer un peu plus, parce que là, elle a supprimé cette phrase. Mais pas la BCE. La BCE, elle, martèle qu'elle n'est pas au bout du... Oui, je pense qu'elle ira... oui, parce que les chiffres d'inflation sous-jacentes, en particulier, sont trop élevés. Voilà, donc elle a un mandat. Les anticipations d'inflation ont commencé à baisser, mais ça reste encore élevé. Les salaires sont quasiment au niveau américain aujourd'hui. Parce que là, je parle sous ton contrôle, là tu commences à en voir les effets en fait du resserrement monétaire qui a commencé il y a 18 mois sur la raréfaction du crédit, sur tu commences, on l'a déjà vu depuis un petit moment. Voilà, c'est ça. Et donc cette récession autour de laquelle on tourne depuis un petit moment quand même peut-être devient un peu plus palpable là. Oui, un petit peu plus palpable, je suis d'accord, mais enfin on est en train de se battre pour plus 0,5, moins 0,5. Enfin tu vois, la récession par récession, c'est un débat un peu caricatural. C'est comme si on était sur comme un funambule sur un fil où soit on tombe en récession, soit en
reste en expansion. La croissance maximum que tu peux envisager sur les prochains trimestres en zone euro, ça va tourner autour de 0,5 à 1. Et aux États-Unis, à peu près pareil, ou un tout petit peu plus, quoi, tu vois. Donc de toute façon. Et donc c'est pas une raison suffisante pour que la BCE se dise OK, on fait stop. Ouais. Non, il faudrait vraiment un retournement plus fort de la croissance mondiale à la faveur d'une crise bancaire ou à la faveur d'un gros choc en Chine ou de la géopolitique. Enfin bon, tu vois, des facteurs exogènes. Non, l'inflation est trop forte et donc la BCE va remonter les taux, à mon avis, à 3,75. Il ne faut même pas exclure 4. Alors après, oui. Alors la Fed, par contre, parce que c'est quand même elle qui... Oui, mais ça veut dire qu'elle est en avance de phase, encore une fois. Ah ben, de toute façon, la Fed est en avance. Ouais. Sur la... Ouais. C'est pour ça que sur l'euro-dollar, tu vois, l'euro a tendance un petit peu à monter. Donc la Fed nous dit, bon, en gros, pause, mais c'est plutôt hawkish pause, hein, parce qu'ils insistent beaucoup sur la prudence par rapport à l'inflation, etc. Donc, sachant que le marché... Ça veut dire quoi, hawkish pause? Ça veut dire que c'est une pause, mais elle n'est peut-être pas définitive. Voilà, elle n'est peut-être pas sûrement définitive. On reste très à l'affût. Donc il sait bien ce qu'il a dit, donc pause, mais voilà. Et surtout par rapport au marché qui, lui, anticipe une baisse des taux directeur, le deuxième semestre, assez considérable, le Powell a dit non, je suis désolé, moi pour l'instant, à moins que évidemment ça s'aggrave au niveau du cycle réel, c'est à la faveur de la crise bancaire. Si jamais la crise bancaire s'étend, qu'il y a des problèmes, ou alors debt ceiling, le problème du plafond de la dette, ça évolue très mal, et à ce moment-là, une perte de confiance, les marchés qui chutent, etc. Bon, là, d'accord, mais hormis ces chocs exogènes, si tu veux, non. Moi, je pense qu'ils vont maintenir le taux d'intérêt directeur autour de 5,25 durant les prochains mois. Alors, je ne sais pas, décembre, tu vois, janvier, etc. Parce que la croissance sera sous le potentiel, hein, quand même. Hein. Nettement sous le potentiel. Et puis, les créations d'emplois diminuent. Enfin, elles diminuent, quand même. C'est ça. On est à 220 000, on était au double l'année dernière. Ça marche très, très fort, mais ça marche moins fort que ça n'a marché. Les salaires sont à 5, on était à plus de 5,5, donc ça décélère quand même. Mais ça décélère graduellement. Et en fait, Powell, il réussit le job, hein, pour l'instant. Hein. Il a réussi, quand même, malgré tous les chocs qu'on a pris dans la figure, il a quand même réussi à éviter la récession au sens classique du terme, tout en permettant la désinflation, parce qu'elle est là, la désinflation, quand même. Alors, oui, mais il a réussi à éviter la récession. La contrepartie, c'est le plafond de la dette. C'est-à-dire à coup d'injection massive d'argent public. Oui, mais le plafond de la dette, il était relevé tout le temps dans l'histoire. Il était instauré en 1917. De toute façon, on n'a plus le temps de parler de savoir s'il va se passer quelque chose ou pas. La dette fédérale, attends, je vais te dire un truc. La dette publique américaine, c'est-à-dire la dette fédérale détenue par le public, plus le stock de dette des collectivités territoriales, c'est-à-dire les États fédérés, les grandes municipalités, etc., c'est à peu près le même niveau que la dette de la France. Voilà. On est autour de 115 à peu près. Donc c'est un phénomène mondial, si tu veux. Phénomène mondial. Et puis alors, ils ont davantage de moyens de croissance que nous pour l'éponger. Ouais, et puis des taux de prélèvement obligatoires plus faibles, donc tu peux augmenter les impôts dans le futur. Et puis des dépenses de dépendance liées au vieillissement beaucoup moins importantes. Plus le dollar, qui te permet de financer le déficit pour l'instant sans problème. Donc, si tu veux, je m'inquiète pas trop sur le fond, si tu veux. Non, on sait que c'est pour l'Europe que tu t'inquiètes, Jean-Pierre. Ah bah ouais, c'est récurrent. L'Europe et la France à l'intérieur de l'Europe. On en reparle le mois prochain. On en reparle. Sur la réindustrialisation, je crois qu'on pourra en parler dans 10 ans, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jean-Pierre. Et donc, on se retrouve lundi. Lundi, justement, on parlera de la crise bancaire. Voilà, Nicolas Mérindol, l'ancien patron des caisses d'épargne, qui vient nous voir régulièrement pour nous expliquer la banque et le fonctionnement de la banque, viendra nous raconter un petit peu ce qu'il en est. Et puis comme c'est l'heure où on rappelle les anciens grands dirigeants, là, t'as vu, Crédit Suisse, donc on verra peut-être que lui, il a été sollicité. On se retrouve lundi, demain évidemment, votre rendez-vous avec Aurélie Planex. Salut à tous.